rassemblement avant les élections dimanche. Le 7 juin marquera le retour de la politique en Europe. Et c'est pour cela que vous êtes ici aussi nombreux pour marquer que cette campagne ne s'arrête pas là, mais que cette campagne prend aujourd'hui un nouvel élan. Nous vous attendions 2500, vous êtes plus de 5000, vous êtes formidables. Vous aimez la politique. Vous voulez que la politique soit à nouveau présente en Europe. Parce qu'en définitive, vous voulez retrouver la même énergie, le même enthousiasme, le même volontarisme que pendant la présidence française de l'Union européenne avec Nicolas Sarkozy. Voilà ce que vous voulez. Et nous avons la possibilité, avec l'ensemble de nos députés européens, de retrouver ce souffle, de montrer que quand la politique veut bouger les choses, la politique peut bouger les choses. Nous pouvons montrer que quand l'Europe veut, l'Europe peut bouger les choses. Je ne prendrai que 2 exemples, parce qu'ils peuvent sembler aujourd'hui presque anodins. Et l'on a parfois tendance à avoir la mémoire courte. Souvenez-vous de ce qui s'est passé l'été dernier, en Géorgie. La Russie et la Géorgie en conflit. Et là, un conflit qui menace la paix entière du continent européen. Nicolas Sarkozy s'est rendu aussitôt sur place. Mais ce qui peut vous sembler normal ne l'était pas par rapport aux habitudes de Bruxelles. Parce que normalement, pour se rendre en Géorgie, il aurait fallu que le président de la République demande l'autorisation de tous les chefs d'État et de gouvernement, qu'il demande, comme l'on dit, un mandat. Il y est allé tout de suite, il a mis fin aux hostilités tout de suite. Voilà ce que c'est aussi que le volontarisme politique. Oui. Et nous demandons à nos députés européens d'avoir le même volontarisme. Nous demandons aussi à nos députés européens de faire ce que Nicolas a su faire quand il a fallu mettre un terme à la crise financière sans précédent. Souvenez-vous également, là c'était à l'automne 2008, les Français étaient inquiets pour leurs économies, parce qu'ils avaient vu en Angleterre, ils avaient vu aux États-Unis des déposants faire la queue devant les banques, parce qu'on se demandait si le système financier allait s'écrouler. Vous êtes nombreux à vous être demandé à l'époque, mais de combien nos comptes bancaires sont garantis? Vous êtes tous posé cette question. Mais il a fallu qu'un homme, président de l'Union européenne en exercice, décide de réunir tous les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro pour prendre la décision qui s'imposait. Ça vous semble normal? Ça ne l'était pas par rapport aux habitudes de Bruxelles. Parce que vous savez pourquoi? Normalement en Europe, vous ne pouvez réunir, et je le dis avec toute l'amitié sous le contrôle de Christine Lagarde, que je salue, vous ne pouvez réunir que les ministres de l'économie et des finances. Les chefs d'État et de gouvernement réunis, ça ne se faisait pas. Eh bien, Nicolas Sarkozy a eu raison de le faire parce qu'on était à 2 jours du krach financier sans précédent. Il a su maintenir la sécurité financière, il a su protéger les Français et les Européens. Alors nous voulons le même souffle. Et pour cela aussi, par respect pour l'Europe et par respect également pour nos électeurs, nous prenons des engagements forts, des engagements clairs, des engagements qui font l'honneur de la politique. Ces engagements, quels sont-ils? C'est notamment de dire très clairement que nous disons non à la Turquie dans l'Union européenne. Je sais que certains nous disent « Vous avez décidé de parler de la Turquie dans ces élections européennes ». Mais qui a parlé de la Turquie en premier? Au soir du sommet de l'OTAN, le président américain dit que la Turquie doit revenir dans l'Union européenne. Aussitôt Nicolas Sarkozy dit non à la Turquie dans l'Union européenne. Et je voudrais m'expliquer. La Turquie est un grand pays avec lequel nous avons tout intérêt les uns et les autres à nouer un partenariat privilégié. Mais si vous regardez bien la carte de l'Europe et de l'Asie, la Turquie est en Asie, la Turquie n'est pas en Europe,
la géographie de la Turquie n'évoluera pas, la position de la France n'évoluera pas. C'est aussi clair que cela. Et j'aimerais que chacun soit clair sur cette question essentielle. Nous nous engageons également, comme nous l'avons dit pendant la campagne présidentielle, à maintenir des usines et des ouvriers en France et en Europe parce que c'est l'avenir d'un pays et d'un continent que de garder les industries. C'est la richesse humaine, c'est le savoir-faire technique. Et nous avons aussi, dans le même esprit, besoin de valoriser et de protéger nos agriculteurs. La politique agricole commune, et Michel Barnier le sait mieux que tout autre, c'est une des forces de l'Europe. La politique agricole commune, on doit la préserver pour protéger nos agriculteurs. C'est une question clé pour notre sécurité alimentaire, pour nos enfants. Mais c'est aussi une question clé pour toute la filière agroalimentaire. Ne vous y trompez pas. Si demain nous perdions nos agriculteurs, nous perdrions forcément toute notre industrie agroalimentaire. Maintenir l'industrie en Europe, c'est maintenir l'agriculture en Europe. Voilà aussi pourquoi nous nous battons et nous nous engageons. Et à ce titre, nous voulons aussi considérer que la préférence communautaire n'est pas un vain mot, que la préférence communautaire n'est pas un gros mot, et que quand il y a des pays hors de l'Europe qui ne respectent rien, qui ne respectent en aucun cas l'environnement et qui ne respectent pas les normes sociales, dans ces cas-là, l'Europe a le droit de se protéger comme continent. Voilà pourquoi nous souhaitons la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Prendre des engagements, c'est un geste fort. Tenir ces engagements, c'est une question de respect par rapport à l'Europe et par rapport aux électeurs. Et vous le savez, tous nos candidats aux élections européennes s'engagent à faire en sorte que c'en est fini des députés européens français invisibles. Si vous allez voter dimanche prochain, vous voulez qu'à chaque fois, ils votent pour vous à Strasbourg. Aussi, nos candidats vont s'engager à siéger à chacune des sessions du Parlement européen et ils vont également s'engager pour rendre compte, à ouvrir une permanence dans votre région et à tenir des permanences, là encore. C'est une question de respect. Et nous sommes les seules formations politiques à nous être engagées de cette façon. Nous avons déjà gagné, nous avons déjà remporté une victoire. Et cette victoire que nous avons remportée, nous la symbolisons tous les quatre, avec Éric, avec Jean-Marie et avec Hervé. Cette première victoire, c'est la victoire de l'union. Parce que l'union, nous avons su la faire, et c'est l'union qui nous permet aujourd'hui d'être aussi nombreux et de créer la dynamique. Et si nous savons être unis pour nos listes européennes, nous saurons, nous, faire d'une Europe unie une Europe forte, avec une direction politique très forte. Alors, vous l'avez compris, ce soir, c'est un meeting sans précédent dans cette campagne européenne. La plus belle des réunions publiques de toute la campagne des européennes. Mais j'ai en souvenir la force de chacune des réunions publiques que vous avez organisées magistralement dans toute la France. Et je voudrais aussi vous remercier pour l'énergie que vous avez déployée les uns et les autres. Je voudrais remercier tout particulièrement Michel Barnier, l'animateur national de la campagne, pour le travail qu'il a fait. Je voudrais aussi saluer un jeune homme, député maire de Coulommiers. Il est jeune et c'est notre directeur de campagne, Franck Riester, pour le travail qu'il a accompli. Et je voudrais aussi me tourner vers tous les ministres qui sont présents, qui se sont engagés dans cette campagne. Je voudrais remercier tous les ministres, tous les parlementaires, tous les élus locaux qui sont ici présents ce soir, mais qui ont été aussi sur le terrain. En disant à Gérard Larcher, à Bernard Accoyer, en disant à Jean-François Copé, à Henri de Rincourt, que c'est parce que vous avez été présents dans cette campagne que cette campagne était une campagne aussi dynamique. Alors mes amis, dans une élection à un tour, l'objectif est simple. Dans une élection à un tour, celui qui gagne, c'est celui qui arrive en tête. Alors ce que je vous demande du fond du cœur, c'est de bien considérer que la campagne ne s'arrête pas ce soir, que nous avons encore 2 jours pour faire campagne et 3 jours d'ici le résultat final. Vous entendez les sondages, vous lisez les sondages, ne vous fiez pas aux sondages. Ne vous laissez pas endormir par les sondages. Ce ne sont pas les sondages qui font l'élection,
Mais une chose est certaine, c'est votre force de conviction, c'est votre dynamisme, c'est votre engagement qui fera l'élection de dimanche prochain. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous aimons l'Europe, nous sommes profondément européens et nous sommes aussi profondément exigeants vis-à-vis de l'Europe, parce que le mandat de nos députés européens ne ressemblera pas au précédent, parce qu'il y a une crise sans précédent qui nous amène à être plus exigeants vis-à-vis d'eux. Et il y a aussi la présidence française qui a ouvert la voie d'une Europe politique, parce que l'Europe, quand elle est dirigée politiquement, quand elle est forte, eh bien, elle sert aussi la cause du monde. Et cette Europe-là, c'est celle que nous aimons. Alors j'étais cet après-midi dans un débat que vous ne pourrez pas voir parce que vous êtes ici. Mais j'avais autour de moi un flot de critiques, d'adversaires aussi divisés qu'ils peuvent l'être entre eux. Eux, ils font campagne les uns contre les autres, alors que nous faisons campagne les uns avec les autres. Voilà la différence. Mais il y a une autre différence. Il y a une autre différence. Et je leur ai dit, vous passez votre temps à critiquer l'Europe, nous voulons changer l'Europe. Voilà aussi une différence forte. Alors vous l'avez compris, nous avons besoin de vous pour changer l'Europe. Le président de la République a besoin de vous pour continuer à changer l'Europe, parce que nous en avons fait la preuve, quand l'Europe veut, l'Europe peut. So braucht sie denn die schönen Kräfte und treibt die dichterischen Geschäfte, wie man ein Liebesabenteuer treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt und nach wird man verflochten. Es wächst das Glück. Man ist entzückt, dann kommt der Schmerz heran. Und ehe man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Perché appressandosi al suo disire il nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Synnyin vieraana vieraaseen maahan, jonka kieltä en ymmärrä. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, Vain hoettuja sanoja sieltä täältä. On devrait pouvoir dire qu'il n'arrive aux hommes satisfecho, que ce qu'ils veulent qu'il arrive. huir el rostro claro desengaño. Esto es amor. Rauha, Todo lo sabe. Desmayarse, raha, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou west, nor shall death brag thou wanderest in his shade. hymyilen In sanoille. eternal lines to time thou Vain growest, katse, so long as men can kosketus. breathe and eyes can see. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Shall I compare thee Quero to a passar summer's além day? das dores, Ihmisen lämpö, passar além da dor. Rough winds to shake the darling buds of May. Amorgul gândurilor, lacrimi și Che sfinți. appressandosi al suo disire il nostro intelletto si profonda riittää elämäksi tanto che muukalaisen. dietro la memoria non può ire. Je ne sais pas si cela se peut, mais je sais bien que cela est. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Quand l'Europe... Chers amis, je vous demande d'accueillir l'animateur national de notre campagne et la tête de la liste Île-de-France, Michel Barnier et Rachida Dati.
amis, vous ne pouvez pas vous imaginer, pour Rachida, pour moi, pour toute l'équipe qui est avec nous depuis des mois et des mois, à quel point votre présence ce soir, votre mobilisation nous fait chaud au cœur. Donc mes premiers mots seront pour vous remercier de nous avoir accompagnés, d'être ici ce soir et d'être encore là jusqu'à dimanche. Je voudrais vous dire que Rachida et moi, nous avons été très fiers, profondément fiers d'animer cette belle équipe de l'Île-de-France de la majorité présidentielle. Et je remercie cette équipe qui est ici. Et puis, plus personnellement, je voudrais vous dire que j'ai été passionné et fier que mon mouvement, Xavier, les autres mouvements de la majorité présidentielle, le président de la République, François Fillon aussi, m'ait demandé d'animer cette campagne depuis plusieurs mois. Et j'ai eu la chance d'animer une équipe formidable, les têtes de liste qui vont s'exprimer, qui vont prendre des engagements devant vous dans quelques instants, les uns avec les autres, Xavier. Une équipe qui a été animée par des parlementaires, des ministres, mes amis, nos amis, Rachida, qui ont tous été présents à nos côtés, le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Je voudrais dire un mot de remerciement particulier à quelqu'un qui a fait un boulot formidable, qui est Franck Riester, et qui a dirigé cette campagne. Et puis dire aussi que, comme je le souhaitais, comme nous le souhaitions, ceux qui ont donné le ton de cette campagne, ce sont les jeunes pop et les jeunes centristes. Et c'est avec toutes ces équipes que nous nous sommes battus pour un projet, le projet de la majorité présidentielle qui sera notre feuille de route pour les 5 ans qui viennent. Chers amis, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes avec nous. Nous avons besoin de vous dans les 2 ou 3 jours qui viennent, très sincèrement. Nous avons besoin de vous parce qu'il y a encore des gens à convaincre pour faire reculer l'abstention, pour dialoguer, pour convaincre. Réfléchissez bien autour de vous, parents, amis, voisins, collègues, lesquels peuvent aller, grâce à vous, faire ce choix politique d'aller voter. Et donc je veux dire que si dans cette campagne, pour la première fois depuis très longtemps, nos mouvements politiques se sont appropriés l'élection que jamais ne s'était produit, pour cette élection, parce qu'elle est une élection importante pour chaque citoyen, il faut prendre le temps, le moment, dans les 3 jours qui viennent pour aller convaincre sans négliger ni rien ni personne. Et autour de vous, vous allez entendre des questions simples, apporter des réponses vraies. Vous allez entendre par exemple que l'Europe est bureaucratique. Répondez qu'à Bruxelles, comme à Paris, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et justement, avec Nicolas Sarkozy, pendant la présidence française et depuis, nous avons démontré qu'on voulait remettre de la politique, remettre de la démocratie, remettre de la volonté à la tête de l'Europe. Ils vont vous dire, collègues, amis, voisins, parents, l'Europe est lointaine, l'Europe est compliquée. Répondez que si elle était trop simple, elle serait uniforme. Nous n'avons pas tous envie de parler une seule langue, l'anglais. Nous ne sommes pas en train de bâtir un peuple européen. Nous ne sommes pas en train de bâtir une nation européenne. Ce n'est pas vrai, ni un super-État fédéral. Nous voulons une communauté d'États-nations. Et donc l'Europe doit respecter ce qui fait notre différence, notre langue, notre culture, nos traditions. Et puis, ils vont vous dire aussi, parents, amis, voisins, collègues, comment on s'en sort de cette crise? Comment on résiste? Répondez, sûrement pas chacun chez soi et chacun pour soi. On voit bien dans le monde qui est le nôtre, regardez la télévision chaque soir, un monde troublé, instable, injuste. 950 millions d'êtres humains sont en danger de mort parce qu'ils ont faim. Un monde fragile en raison du réchauffement climatique. Dans ce monde-là, on ne s'en sort plus tout seul. Et ce qui était vrai du temps de Robert Schuman et de Jean Monnet, quand ils ont eu l'audace
de mutualiser le charbon et l'acier en 1950 est encore plus vrai aujourd'hui. Je vous le jure, pour s'en sortir, il faut être ensemble et créer une voie suffisamment forte pour que le président Obama, le président chinois, le Premier ministre indien, le président du Brésil, le Premier ministre russe aient des raisons de nous respecter et de nous écouter. Voilà, je voulais... Chers amis, terminer par un mot un tout petit peu plus personnel, puisque c'est un long parcours de campagne, de passion qui s'achève et une autre étape qui va commencer. Je me souviens du jour où je me suis engagé personnellement dans l'action publique. J'étais lycéen à Albertville, je crois que j'avais 14 ou 15 ans, et j'ai vu à la télévision quelque chose d'incroyable. J'ai vu le général de Gaulle accueillir le chancelier Adenauer sur le perron de l'Élysée. Et j'ai cette photo avec moi dans mon bureau depuis ce moment-là. J'ai cette photo où les deux hommes immenses se regardent avec un respect infini et se sont dit, on va se réconcilier. Pour le passé, bien sûr. Il y avait des raisons entre Français et Allemands après tant de guerres dont Victor Hugo avait dit qu'elles étaient des guerres civiles entre Européens. Mais on va construire l'avenir. Et ce jour-là, chers amis, je suis devenu gaulliste et européen. Et je n'ai pas changé. Et je n'ai pas changé... Et l'autre jour, avec Xavier, avec Rachida, nous étions un certain nombre à accompagner Nicolas Sarkozy à Berlin. Eh bien, c'est le même sentiment que j'ai eu lorsque, avec Angela Merkel, ils ont pris l'engagement de se battre ensemble, lui et elle, et les autres Européens, contre la crise. Alors, chers amis, ce jour-là, j'ai aussi eu la conviction que nous ne pouvions pas, que nous ne devions jamais accepter d'être spectateurs de notre propre avenir. Et j'ai toujours cette conviction. Le choix, il n'est pas dimanche entre la France et l'Europe. Elles vont ensemble, comme les deux drapeaux qui sont tous les jours derrière le président de la République quand il s'exprime. Le choix, croyez-moi, il est beaucoup plus grave et beaucoup plus simple. Il est entre une Europe indépendante, une Europe souveraine, solidaire dans ses alliances, mais indépendante et souveraine, et qui se donne les moyens, par la volonté politique, d'être indépendante avec son agriculture, avec son industrie, avec sa recherche, avec les nouvelles énergies, avec une politique étrangère, une politique de défense pour compter dans le monde les moyens de son indépendance. Le premier choix, il est là. Ou alors, nous acceptons d'être définitivement sous-traitants et sous influence. Et moi, personnellement, c'est le sens de mon combat aujourd'hui. Je n'accepterai jamais que l'avenir de mes enfants se fasse à Pékin et se défasse à Wall Street. Jamais. Le choix que nous avons porté derrière Nicolas Sarkozy, avec François Fillon, avec Rachida et toute notre équipe à Paris, ce choix, il est, Rachida, celui-là. Il est aussi grave et aussi simple que celui-là. Hein? Eh oui, t'inquiète pas. Non, non, non. Mais vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a fait un boulot formidable. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a fait un boulot formidable depuis des mois et des mois. Chers amis, ensemble, nous nous engageons. C'est pour ça que nous avons besoin de vous dimanche, sincèrement, personnellement, de votre engagement. Et c'est pour cela que, ici, maintenant, comme toutes les autres têtes de liste, nos coéquipiers, avec les Français et devant eux, nous nous engageons. Merci Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On a pris des engagements pendant cette campagne. Merci d'être encore là ce soir. Alors devant vous, devant les Français, nous nous engageons.
nous nous engageons à réorienter notre modèle économique et social. Oui, Jean-Louis. Viens. Maud, viens. Nous nous engageons à réorienter notre modèle économique et social vers une nouvelle croissance verte fondée sur l'innovation. L'Europe doit développer des technologies qui seront source de compétitivité, d'emploi, de croissance pour notre pays, mais aussi pour notre continent. Donc on prend cet engagement, mais pour ça on a besoin de vous le 7 juin. Chers amis, merci d'accueillir nos têtes de liste de la liste Est, Joseph Daul, président du PPEDE, et Véronique Mathieu. Nous nous engageons à mettre en place une véritable politique industrielle en Europe. Une Europe vivante, c'est aussi une Europe avec des usines. Une vraie Europe, c'est aussi des champions industriels qui créent des emplois pour nos familles. Merci de votre attention, merci de votre soutien. Chers amis, merci d'accueillir nos têtes de la liste Nord-Ouest, Dominique Riquet et Tokia Saifi. Devant vous, devant les Français, nous engageons à soutenir en Europe une politique résolue de lutte contre l'immigration clandestine. Nous refuserons les régularisations massives des immigrés clandestins et nous défendrons une meilleure défense des frontières de l'Europe. Chers amis, merci d'accueillir nos têtes de la liste Sud-Est, Françoise Grossetête et Damien Abad. Devant vous, si nombreux, devant tous les Français, nous nous engageons à défendre la préférence communautaire, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole. Nous ne devons pas subir la concurrence déloyale de certains pays. Nous n'acceptons pas que l'Europe soit le seul continent dans le monde à ne pas protéger ses entreprises, ses travailleurs, son économie. Merci à tous de nous soutenir. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Chers amis, merci d'accueillir les têtes de la liste Sud-Ouest, Dominique Baudiste et Christine Deverac. Devant les Français, nous nous engageons à refuser l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Pour une raison très simple, l'Europe a besoin de frontières et, qu'on le veuille ou non, la Turquie n'est pas en Europe. L'Union européenne doit proposer à la Turquie un partenariat privilégié et approfondi, mais pas l'adhésion. C'est l'un des enjeux de l'élection du 7 juin prochain.
Chers amis, merci d'accueillir les têtes de la liste Massif Central Centre, Jean-Pierre Audy et Sophie Oconi. Devant les Français, nous nous engageons à faire de l'Europe un modèle de régulation financière. Nous soutiendrons, nous défendrons, nous ferons la promotion du capitalisme des entrepreneurs et nous combattrons le capitalisme des spéculateurs. Merci. Chers amis, merci d'accueillir les têtes de la liste Ouest, Christophe Béchu et Elisabeth Morin. Devant vous, devant les Français, nous nous engageons à être présents de manière exemplaire au Parlement européen. Nous nous engageons à être présents dans nos régions, à y ouvrir des permanences, à rendre compte de notre action. Nous nous engageons à écouter les Français sur le terrain, comme au sein des institutions européennes. Nous nous engageons à construire une Europe unie, à construire une Europe pour les citoyens, à construire une Europe où les technocrates ne seront plus jamais les décideurs. Quand l'Europe veut, l'Europe peut!
L'Europe que nous voulons retrouver le 7 juin, c'est l'Europe de la présidence française avec Nicolas Sarkozy. Parce que nous ne voulons pas que la présidence française de l'Union européenne n'ait été qu'une parenthèse. Nous voulons retrouver la même dynamique. Rappelez-vous, au soir de son élection, en mai 2007, Nicolas Sarkozy a eu un message très fort aussitôt. Il a dit « La France est de retour en Europe ». En votant dimanche, nous renforçons le poids de la France. Parce que la France a besoin de l'Europe comme l'Europe a besoin de la France. Mais je vais vous dire aussi, mes amis, pourquoi vous êtes aussi nombreux ce soir. Bien sûr pour soutenir toutes nos listes européennes. Mais si vous êtes là aussi nombreux et aussi enthousiastes, c'est parce que vous voulez témoigner votre soutien à Nicolas Sarkozy, notre président de la République. Parce que vous savez, qu'il y a 2 ans, il a été élu ainsi que les députés pour changer la France et que la France est en train de changer. Et que le 7 juin, vous allez voter pour des députés européens pour changer l'Europe. Mais ce retour du politique en Europe, c'est aussi le retour du politique et de la politique en France, avec une parole politique qui porte et qui compte. Vous le savez, depuis 2 ans, les engagements pris par le président de la République sont des engagements tenus. Voilà aussi pourquoi vous êtes aussi nombreux ce soir. Parce que on avait promis le service minimum garanti dans les transports en cas de grève. Aujourd'hui, quand il y a des grèves, la France n'est plus un pays paralysé. C'est à Nicolas Sarkozy que nous le devons. C'est aussi de veiller en permanence à ce que la sécurité soit bien la première des libertés et de faire en sorte aujourd'hui, Rachida, avec les peines planchées pour les multirécidivistes, que pour les multirécidivistes, ce n'est plus le sursis qui les attend. Je préfère les voir derrière les barreaux que de les voir en liberté. Ça aussi, ça avait été promis. C'est aussi le retour de la valeur travail, parce que le travail est une valeur essentielle, c'est une valeur qui est chère à nos familles politiques, et c'est aussi le travail qui forge un vrai modèle de société. Nicolas Sarkozy l'avait promis également, le retour de la valeur travail. Alors mes amis,
Je vais vous livrer un message. Tout à l'heure, dans la journée, j'ai eu le président de la République au téléphone. Il m'a demandé combien nous serions ce soir. Je lui ai dit on avait pensé qu'il serait 2005 et ils sont plus de 5000 qui doivent nous rejoindre ce soir à la porte de Versailles. Et il m'a dit passe-leur de ma part un message simple. Dis-leur tout simplement que j'ai besoin d'eux. Nicolas Sarkozy a besoin de vous, mes amis. Il a besoin de vous pour réussir. Il a besoin de vous pour continuer à changer la France. Et il a besoin de vous pour réussir à changer l'Europe. Alors, mes amis, je veux vous demander maintenant d'accueillir celui qui est en première ligne aux côtés du président de la République pour consolider ce travail de changement. Celui qui, depuis des années et des années, s'est illustré aussi dans les réformes les plus difficiles. Celui qui incarne également le courage en politique. Je vous demande d'accueillir maintenant notre Premier ministre. Je vous demande d'accueillir François Fillon. Chers amis, ça fait des semaines que j'entends dire que le peuple français ne se retrouve pas dans cette élection européenne. Ça fait des semaines que j'observe ces sondages à répétition qui tentent de percer le secret du cœur de ce peuple français. Ça fait des semaines que je vois autour de nous nos concurrents conjurer inlassablement ce même peuple français de sanctionner le président de la République et le gouvernement. Mais mes amis, le peuple français, je le vois ici, dans cette salle, dans cette même salle où il était il y a un peu plus de 2 ans pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Le peuple, c'est vous. C'est vous qui êtes là nombreux et bien décidés à faire entendre la voix de la France en Europe. Le peuple, c'est vous, en dépit des critiques incessantes de l'opposition et des flèches assassines du microcosme, vous qui restez fidèles envers et contre tout au président de la République. Le peuple, c'est vous qui ne rompez pas le fil de la mémoire. Sous la terre européenne reposent les cendres de tous ceux qui furent emportés par les persécutions et par les guerres incessantes qui ont déchiré notre continent. Nous avons fait l'Europe de la paix et je vous demande d'être les gardiens de ce privilège qui permet aujourd'hui à notre jeunesse de traverser librement des frontières qu'elle allait autrefois défendre au péril de sa vie. Le peuple, c'est vous qui n'acceptez pas l'impuissance de l'abstention. S'abstenir, ça n'est pas seulement choisir le statu quo. S'abstenir, c'est offrir à la technocratie le pouvoir de dominer la démocratie. Enfin, le peuple, c'est vous, conscient de ses responsabilités, mais surtout de l'enjeu. Et cet enjeu, mes chers amis, loin des arguties techniques, loin de toutes les scories politiciennes,
il est d'une clarté aveuglante. Est-ce que l'Europe veut, oui ou non, écrire l'histoire? Est-ce que l'Europe veut se donner, oui ou non, les moyens de peser face à la puissance américaine, à la puissance chinoise, à la puissance indienne et demain à la puissance brésilienne ou à la puissance russe? Est-ce que l'Europe veut repenser activement le monde ou est-ce que l'Europe veut être repensée par lui? Si, comme nous le croyons, l'Union européenne a vocation à être acteur et non pas spectateur de la mondialisation, alors l'engagement décidé de la France n'est pas seulement évident, il est absolument décisif. Et c'est devant cet enjeu que nous avons réussi à rassembler toute la majorité présidentielle. Mes chers amis, c'est la première fois dans l'histoire de nos familles politiques que nous sommes ensemble pour conduire le même projet européen. L'UMP, le Nouveau Centre, la gauche moderne, les progressistes, les gaullistes, les centristes, les libéraux, nous sommes unis sous la même bannière parce que nous assumons avec fierté ce que nous avons fait depuis 2 ans et parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Mes chers amis, nous avons respecté nos engagements. Et je veux vous dire ce soir que nous les respecterons jusqu'au dernier, parce que ce respect des engagements, c'est une exigence si nous voulons rétablir la confiance entre les responsables politiques et les citoyens. Mais c'est aussi une force pour gouverner face au vent contraire, parce que dans notre démocratie, la légitimité des urnes est toujours plus forte que celle de la rue. Nous avons réformé même lorsque les oppositions étaient fortes. Ce fut le cas pour la réforme des régimes spéciaux de retraite que tu as conduit, Xavier, au nom de la parole donnée, au nom de l'équité entre les Français. Nous n'avons pas cédé et, ce faisant, nous donnons aujourd'hui aux yeux de l'Europe une image rénovée du modèle social français. Ce fut le cas pour l'instauration du service minimum dans les transports et à l'école. Malgré toutes les oppositions, nous avons tenu bon et je peux vous dire que dans quelques années, personne n'osera plus contester ou opposer le droit de grève aux droits des usagers. Et là encore, en renforçant de cette façon l'exemplarité de nos services publics, nous renforçons en Europe leur pertinence face à tous ceux qui militent en faveur d'une dérégulation sans limite. Ce fut le cas, Valérie, avec l'autonomie des universités. Ce fut le cas avec l'autonomie des universités, dont le statut n'avait pas évolué depuis 25 ans et qui conduisait inéluctablement la jeunesse de France à souffrir et à subir une organisation qui n'était pas à la hauteur de l'excellence française. Eh bien, n'en déplaise aux jusque-boutistes qui n'ont pas hésité à prendre en otage l'avenir de milliers d'étudiants, sans même que le Parti socialiste ne trouve le courage de les condamner, la réforme de l'autonomie ira à son terme parce que le haut niveau de formation des générations à venir
parce que le rayonnement culturel et scientifique de nos universités en Europe, tout simplement, en dépendent. Nous ne reculons pas lorsque l'intérêt général de la nation est en jeu. Dix-huit de nos universités ont déjà choisi le statut de l'autonomie. 19 le feront au 1er janvier 2010. Et en 2012, mes chers amis, les 83 universités françaises vivront sous le régime de cette réforme qu'on nous disait depuis si longtemps impossible. Enfin, comment ne pas évoquer ces résistances absurdes que nous avons dû bousculer pour imposer des principes aussi républicains que celui de l'immigration choisie ou celui de l'impunité face à la délinquance. Cette immigration choisie qui a été tellement vilipendée par la gauche, nous l'avons mis en œuvre chez nous, grâce à l'engagement de Brice Hortefeux et aujourd'hui d'Éric Besson. Mais nous avons fait mieux que cela. Nous en avons fait adopter les principes par tous nos partenaires européens. Parce que devant la puissance des flux migratoires, l'Europe n'a pas vocation à s'enfermer, mais en même temps, elle a le devoir de choisir qui elle veut accueillir. Depuis maintenant 7 ans, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, nous faisons reculer la délinquance pas à pas. Mais mes chers amis, vous le savez bien, la culture de la violence, elle est encore là. Et face aux voyous qui jouent la vie de nos policiers en leur tendant des embuscades, face à ceux qui s'infiltrent à l'école avec des armes, je veux vous dire que notre fermeté et notre vigilance seront sans faille et que nous serons sans pitié. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu cette élection pour aborder de front la question de la violence, parce que la violence n'est ni de droite ni de gauche, c'est l'affaire de la République. Et ceux qui nous accusent d'instrumentaliser cette question, eh bien ceux-là, il ferait bien de demander l'avis des Français et surtout, il ferait bien de les écouter. Mes chers amis, tout ce que nous avons entrepris depuis 2 ans en faveur du travail, en faveur de l'innovation, en faveur de la fiscalité, tout cela nous permet aujourd'hui de tenir le choc de la crise économique mondiale dans des conditions qui sont moins défavorables que nos voisins européens. Alors, bien entendu, je ne me satisfais pas de ce moindre mal, parce que je sais que la vie de beaucoup de nos concitoyens est dure. Mais je vous demande d'imaginer un instant où en serait notre pays s'il était aujourd'hui dans cette crise dirigé par Madame Royal et par le Parti socialiste. Dans cette crise qui est la plus brutale que le monde ait connue depuis un siècle, je veux vous dire que je suis fier de servir le président de la République. Parce que le président de la République, tout le monde le voit aujourd'hui, face à la tempête, il est l'homme de la situation. Je veux vous dire que je suis également fier
de servir les Français, dont je veux saluer le civisme et le courage. Mes amis, l'épreuve que nous traversons, elle exige d'abord l'unité nationale. On peut être de droite ou de gauche, on peut être patron ou syndicaliste, on peut être fonctionnaire ou salarié, on peut être entrepreneur ou ouvrier. Dans cette crise, on est d'abord Français, face à la même épreuve, embarqués sur le même bateau. Mes chers amis, nous sommes rassemblés pour servir la France, nous sommes aussi rassemblés pour servir l'Europe. Et nous ne distinguons pas l'intérêt national de l'intérêt européen. Pour répondre à la crise économique internationale, la France a besoin de l'Europe, comme d'ailleurs l'Europe a besoin de la France. Pour répondre à la concurrence mondiale, pour protéger nos industries, pour protéger nos emplois, la France a besoin de l'Europe, comme l'Europe a besoin de la France. Dans un monde de plus de 6 milliards d'habitants, les 60 millions de Français ont besoin des 400 millions d'Européens. Et j'ai la prétention de croire que ceux-ci ont aussi besoin de nous. Nous sommes rassemblés pour l'Europe, mais je veux vous dire que nous ne sommes pas rassemblés pour n'importe quelle Europe. L'Europe technocratique, ça n'est pas la nôtre. L'Europe des directives illisibles, ça n'est pas la nôtre. L'Europe qui est ouverte à tous les vents, ça n'est pas la nôtre. L'Europe des paradis fiscaux, ça n'est pas la nôtre. L'Europe sans frontières, ça n'est pas la nôtre. L'Europe désincarnée, ça n'est pas la nôtre. Avec vous, je me fais une certaine idée de l'Europe que je ne peux pas dissocier de celle que je porte de la France. Ce n'est pas celle des statistiques et des bureaux. L'Europe, mes chers amis, ce n'est pas qu'une monnaie, ce n'est pas qu'un marché économique. L'Europe, c'est d'abord une culture. L'Europe, c'est une histoire. L'Europe, c'est une rencontre entre des nations qui sont millénaires et qui sont brillantes. L'Europe, c'est Paris, c'est Madrid, c'est Prague, c'est Londres, c'est Rome, c'est Varsovie, c'est Berlin, c'est Vienne, c'est Athènes. Quand on énonce ces villes, alors on sent nos héritages et nos cultures entremêlées qui circulent dans nos veines de Français. Moi, je suis européen. Je suis européen parce que Français, je sais tout ce que je dois au plus profond de moi aux influences de l'Atlantique et de la Méditerranée. J'aime ces traditions qui offrent à chacune de nos nations leur éclat. J'aime ces odeurs, ces saveurs, ces paysages différents. Ils sont également miens, ou plutôt, je suis également fait d'eux. Je suis européen parce que Français, j'aime l'Europe ouverte vers les Amériques, vers l'Orient, vers le Maghreb. J'aime les quais de Venise, j'aime ceux d'Amsterdam, j'aime les quais de la Tamise où sont venus pendant des siècles s'amasser les richesses et les nouveautés du monde. Je suis européen parce que Français, j'aime l'Europe curieuse, l'Europe qui rêve des lointains, l'Europe de Vasco de Gama, de Magellan, de Bougainville, de Charcot, de Monod, cette Europe qui, aujourd'hui, s'élance vers l'espace. Je suis européen parce que Français, j'aime l'Europe qui prospère et qui invente. J'aime l'Europe des trains à grande vitesse. J'aime l'Europe des satellites et des fusées. L'Europe de la mode. L'Europe des ateliers d'artistes. L'Europe des grands laboratoires. L'Europe des ingénieurs. L'Europe des entrepreneurs. L'Europe des architectes. L'Europe des traditions ouvrières. Je suis européen parce que Français, j'aime l'Europe qui dit non à la tyrannie et qui se soulève à l'appel de la liberté.
Je me sens lié à ces femmes et à ces hommes sans nom qui ont relevé la tête et qui ont secoué le joug sous lesquels le fascisme puis le communisme les avaient fait plier. Ils sont des millions, ces héros anonymes de notre temps que nous croisons sans le savoir dans nos rues et sur nos places. Et je ne peux pas concevoir l'Europe sans eux et sans tous ceux qui poursuivent leur combat contre l'arbitraire et contre le fanatisme. Je me souviens de l'Europe obligée de faire silence quand les grands décidaient de son sort. Je me souviens de l'Europe divisée, de l'Europe dominée, de l'Europe appauvrie. Je me souviens de Berlin occupé, muré, divisé comme un butin qu'on tire au dé. Je me souviens du silence de Varsovie. Je me souviens du silence de Prague. Nous, les Européens, nous avons bien failli sortir de l'histoire et devenir pour de bon les pions d'un jeu qui était joué par d'autres. Eh bien, c'est pourquoi je ne peux pas concevoir une Europe repliée, une Europe qui ne serait pas souveraine, une Europe qui ne serait pas maîtresse d'elle-même. Le monde s'est habitué trop longtemps à une Europe faible que l'on pouvait traiter avec condescendance. Eh bien, mes amis, le moment est venu de relever le défi. Le moment est venu de montrer que nous avons décidé, nous les Européens, d'être debout et d'être nous-mêmes. Depuis 2 ans, avec Nicolas Sarkozy, nous avons rehaussé notre identité nationale, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers. Eh bien, l'identité européenne en mérite tout autant, elle qui justement prolonge le génie de nos nations. Je crois à la présence d'une civilisation européenne. L'humanisme, la tolérance, la liberté de conscience, la solidarité, l'état de droit, la confiance placée dans la science, dans l'innovation, dans le progrès, toutes ces valeurs, elles disent clairement où commence et s'épanouit l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, l'élargissement sans fin de l'Europe ne peut pas être un objectif en soi, parce qu'il ne peut que diluer l'élan européen et détruire l'identité européenne. Voilà pourquoi nous disons très sereinement que nous ne sommes pas favorables à l'adhésion de la Turquie à l'Union. Ça n'est pas un slogan de meeting, ça n'est pas une hostilité au regard de cette grande nation qui doit être étroitement associée à l'Union européenne. Mais mes amis, il faut des frontières à l'Europe, il lui faut des frontières stables qui lui permettent de renforcer son unité et son identité. Alors, c'est au nom de cette Europe charnelle que je m'engage avec vous. Mais cette Europe-là, elle ne peut se mettre en mouvement qu'à une condition. Et cette condition, c'est celle de l'Europe politique. Cette Europe politique, nous avons longtemps douté qu'elle fût possible. En 1970, Henry Kissinger demandait, avec une ironie blessante, l'Europe, quel numéro de téléphone? Eh bien, mes chers amis, durant les 6 mois de la présidence française de l'Union européenne, Henry Kissinger n'aurait eu aucune difficulté à joindre l'Europe. Sous notre direction, j'ai vu l'Europe politique se dresser et prendre ses responsabilités. L'Europe politique, c'est celle qui a agi sans délai et avant les États-Unis pour stopper des faillites bancaires en chaîne
qui nous aurait plongés dans une dépression pire que celle de 1929. L'Europe politique, c'est celle qui maintenant doit mettre un terme à toutes les dérives d'un capitalisme financier qui a perdu sa boussole. L'Europe politique, c'est celle qui a réussi, Jean-Louis, à élaborer la législation la plus ambitieuse au monde en matière de lutte contre le changement climatique. Samedi, nous allons célébrer en Normandie nos alliés américains qui ont pris une part si décisive à notre libération et qui nous ont rendu notre avenir. Mais je veux vous dire qu'en 2009, c'est nous, les Européens, qui, à la conférence de Copenhague, leur montrerons le chemin de cet avenir commun. L'Europe politique, c'est celle qui, en septembre 2008, alors que la guerre faisait rage entre la Russie et la Géorgie, s'est interposée pour imposer la paix. Et c'est celle qui doit maintenant se donner les moyens militaires de se défendre par elle-même et pour elle-même. L'Europe politique, c'est celle qui doit bâtir des grands champions industriels européens, comme nous avons su le faire à l'époque pour Airbus ou pour Ariane. C'est celle qui doit exiger la réciprocité dans les négociations commerciales avec ses grands concurrents mondiaux. C'est celle qui doit se donner pour objectif d'être le continent de l'esprit, réunissant les plus grandes universités du monde, en multipliant les connexions entre les scientifiques et les étudiants. L'Europe politique, c'est une Europe où le Conseil européen n'est pas freiné par l'obsession du consensus. Lorsqu'il y a des États qui veulent avancer, ils ne doivent pas être bloqués par tous ceux qui préfèrent rester immobiles. L'Europe politique, c'est une Europe qui agit sur l'essentiel, c'est-à-dire qui respecte la subsidiarité, la liberté des États de procéder selon leurs aspirations ou leurs traditions, que l'Europe crée les conditions du développement de la voiture électrique et qu'elle nous laisse notre vin rosé et nos fromages au lait cru. Voilà l'Europe en action que nous voulons. Cette Europe-là, elle a besoin d'être entraînée par des nations décidées. Parce que je crois à la grandeur de la France, parce que les voix de Victor Hugo, de Clemenceau, de Charles de Gaulle se pressent en moi, je ne peux pas imaginer l'Europe en mode mineur. Mes amis, je vous demande d'être le parti de la France et de l'ambition européenne. Et pourquoi est-ce que je vous le demande à vous plutôt qu'à d'autres? Parce qu'autour de vous, l'enjeu européen, c'est d'abord et avant tout un enjeu politicien. À l'extrême gauche, la vision européenne n'est que la doublure de l'internationale marxiste. À l'extrême droite, on rêve encore d'une Europe hérissée de postes frontières, alors même que nous sommes parmi les premiers exportateurs dans le monde de produits agricoles ou industriels. Au MoDem, c'est l'élection présidentielle tous les jours. François Bayrou aligne les discours pendant que nous agissons. Il célèbre ses postures tandis que nous prenons nos responsabilités pour notre pays. Quant au Parti socialiste, il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire divisé et hésitant. Il y a 4 ans, l'opposition a été incapable de serrer les rangs autour du traité constitutionnel européen. L'an dernier, elle a été tout aussi incapable de saisir l'occasion offerte par le traité simplifié de Lisbonne, qui heureusement a été voté sans elle. Aujourd'hui comme hier, le Parti socialiste est déchiré
il est désemparé, il ne sait plus à quel vent se vouer. Il n'a plus qu'un seul slogan, sanctionner le gouvernement et le président. Sanctionner, voilà leur projet pour la France et pour l'Europe. Vaste dessein. Mes chers amis, en cette fin de campagne, je vois bien ce qui nous distingue de l'opposition. Nous sommes unis pour l'Europe, ils sont hantés par leurs querelles internes. Nous avons fait nos preuves à l'occasion de la présidence française de l'Union, ils sont les seuls à en contester le succès. Nous sommes pour une Europe politique, eux ils sont contre le président de la République. Nous sommes pour la mise en œuvre du traité de Lisbonne, ils en sont encore à regretter leur plan B. Nous sommes pour une Europe avec des frontières stables, ils sont incapables de les fixer. Nous sommes clairs sur l'adhésion de la Turquie, ils sont ambigus. Nous sommes pour une Europe sociale, ils sont pour une Europe socialiste. Nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action pour la France et pour l'Europe, ils sont dans l'opposition systématique. Eh bien, les Français jugeront qui, de nous ou d'eux, sont les plus crédibles. Il nous reste, mes chers amis, 3 jours pour convaincre, pour entraîner et pour rassembler. J'appelle tous les Français qui, depuis si longtemps, croient viscéralement à la construction européenne à nous rejoindre. Et je les invite à nous juger sur nos actes. Et à cet égard, la présidence française de l'Union européenne parle pour nous. Je m'adresse aux souverainistes, avec lesquels je partage bien des convictions, pour leur dire de ne pas se tromper de combat et de ne pas se tromper d'époque. Aujourd'hui, pour défendre les intérêts d'une France forte, notre patriotisme doit être mis au service d'une Europe décidée. J'invite enfin tous ceux qui hésitent à aller voter à ne pas s'abstenir. Je ne veux pas stigmatiser ceux qui ont des doutes et pour ma part, je ne me départis pas d'un regard